chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Je vous le disais, on est le 14 février, on le sait, c'est le jour de la Saint-Valentin, mais il s'est passé des choses le 14 février, notamment le 14 février 2003. Retour en arrière. Pardon. Moi, je m'attendais à un super effet et tout, là. Ça Non, c'est pas... Ok. pas de budget, rien. c'est juste des tentatives. Non, mais 14 février 2003, la brebis Dolly est décédée, donc pas n'importe quel animal, Dolly, puisque premier mammifère cloné pour l'homme. Elle était née en juillet donc 96, elle aura vécu 6 ans et demi avant de mourir de complications respiratoires, d'arthrite aussi. Le corps naturalisé de Dolly, il est toujours exposé désormais, voilà, cette petite brebis en Écosse, pays là où elle est née. Et c'est vrai que à l'époque, le clonage, justement, ça suscitait beaucoup d'espoir dans l'industrie notamment agroalimentaire, où les éleveurs se sont mis en tête que, en fait, en sélectionnant les meilleurs animaux, tu allais pouvoir justement avoir que du top et les meilleurs rendements possibles. La réalité, c'est que c'est pas si simple que ça. Il y a souvent pas mal de différences déjà entre l'animal souche et le résultat final. Et je vous parle de ça justement quand ça fonctionnait par exemple pour un bovin. On est sur environ 10% donc de théorique de réussite de clonage. Et 10% déjà, c'est dans le théorique. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup d'investissement pour pas grand-chose. Ouais, et nous, de toute façon, en Europe, depuis 2015, l'élevage et consommation d'animaux fermiers clonés sont interdits, du coup, en Europe. À 2015 seulement, ouais. Ouais. Il y avait l'essai, la vague, et on s'est dit, en fait, du point de vue éthique, pas mal de sujets. Sauf que, je vous le disais... C'est pas pareil partout, et il y a un pays qui a été tenté par lancer un petit The Voice de la meilleure vache, qui va avoir le meilleur rendement, qui tout simplement est la meilleure vache. Grosse surprise, vraiment on tombe des nues. Ce pays, c'est qui ? C'est la Chine, qui a annoncé du coup il y a quelques jours avoir réussi à cloner 3 super vaches, voilà, parce que eux forcément ils ont besoin aussi beaucoup d'importation, donc ça devenait de plus en plus compliqué. Et eux en fait l'an dernier ils ont débuté donc des recherches dans l'université de Northwest pour développer déjà des vaches laitières plus productives pour réussir justement à augmenter un peu les rendements, et ensuite une fois qu'on est top rendement, on va essayer de cloner. Bon, il y a quand même eu plus de 100 tentatives pour en arriver là. Il y avait une interview là sur France 24 qui disait que 124 embryons ont été créés à cette occasion. Sur ces 42% étaient donc exploitables. Beaucoup de textes, si vous voulez. 17% au final qui étaient encore en forme dans les mères porteuses. Tout ça pour au final 3 naissances sur les 120 embryons, donc 2,5% de réussite environ. Un clonage maintenant, vous savez à peu près combien ça peut coûter ? Bien sûr. Bah non. Honnêtement, 1,3 million. C'est pas si cher. Ah ouais, c'est vrai ? Si jamais vous voulez vous faire un petit yes, tu vois, c'est... Non, mais entre 15 à 20 000 euros. Tu vois, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. Oui, mais un clonage qui ne réussit pas forcément, donc si c'est 2,5... C'est l'enfer. Au final, ça coûte très cher. Quoi qu'il arrive, c'est pas trop un truc de particulier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur des proportions où tu es en mode... T'as quand même besoin, en effet, de lâcher pas mal de sous pour en avoir une ou deux. Sauf que là, c'est à l'échelle du pays. Les 3 premières vaches, du coup, je vous disais, elles sont nées. Elles comptent bien être multipliées. D'ici 2 à 3 ans, ils veulent quand même créer donc 1000 super vaches pour pouvoir concurrencer le monde et à terme pouvoir être aussi indépendant, quoi. Plus avoir besoin d'importation. La Chine, c'est ce qu'ils disent, justement, ils veulent être en autonomie alimentaire, c'est leur objectif. Forcément, on connaît un peu la situation géopolitique de la Chine. Parfois, c'est compliqué, négociations, etc. Donc, eux, ils se disent, en fait, si on a déjà chez nous des vaches qui produisent hyper bien, on est au max, parce qu'il y a 70% de leurs vaches qui sont importées à l'heure actuelle, et voilà, ils ont envie de réduire la dépendance, certains pays européens. Mais tu sais que ça peut être super dangereux cette histoire, parce que je lis une BD en ce moment qui s'appelle Ils sont où les chakras de la poule. C'est une bande dessinée de Yannick Lecoeur. Oui, c'est ça. J'étais en train de me dire, est-ce que je me suis pas trompée sur son nom, mais je crois que c'est ça. Et en fait, justement, il a passé une année entière avec des amis à la ferme pour voir ce que c'était la vraie vie d'agriculteur, etc. Et il en a fait une BD. Et en fait, l'agricultrice, qui s'appelle Lucille, expliquait qu'elle avait pris des races de chèvres, alors je sais plus le nom, désolée, mais des races de chèvres en particulier, parce qu'en fait, ces races de chèvres-là avaient été délaissées au profit d'autres races de chèvres qui, elles, étaient plus productrices, faisaient plus de lait et par conséquent, rapporter plus d'argent. Et en fait, cette race-là a failli être pas disparue non plus, mais voilà, elle a été très fortement mise de côté. Et du coup, volontairement, elle a pris cette race-là pour
essayer de leur redonner en fait, une image. C'est un peu le 2 en 1 parce que aux États-Unis, il y a eu pas mal ça justement sur les vaches, mais d'autres types d'animaux aussi, où en fait ils ont un peu génétiquement modifié, ce qui fait que eux ils ont des problèmes de consanguinité au bout d'un moment. Donc c'est un autre dos. Après, dans l'élevage, ça va pas être terrible de fou non plus. Je pense. C'est un peu complexe, mais du coup, la Chine, ils se disent ok, bon, déjà, si on arrive à sortir des top vaches, qu'ensuite on les clone. Non, mais c'est de la top vache. C'est-à-dire que c'est de la... On les fait jouer à Pokémon. Non, mais voilà, comme ça, elles sont bien. Parce que faut savoir que d'un point de vue statistique, parce que c'est vrai que les vaches, j'étais pas spécialiste, 5 vaches sur 10 000 sont capables de produire 100 tonnes de lait durant toute leur existence. Donc si il se dit, si on chope les 5 et que derrière les 5, en fait, ça devient notre standard, on est plutôt bien. Eux, forcément, plutôt que jouer le côté random, ils ont décidé un peu de truquer le tirage. Ça deviendrait normal, du coup, de produire 18 tonnes de lait par an. Une vache classique aux États-Unis est à 10 tonnes de lait justement par an. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup entre Chine et États-Unis une guerre à distance à coup de ballon. C'est aussi une guerre à coup de mamelles sur ça. Et nous... en France, on a de la belle vache. Je vous le dis, honnêtement, on a cette chance-là. Même s'ils ne sont pas assez soutenus au passage, nos éleveurs agriculteurs. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe un peu en Chine. Ça essaye de tenter des petits coups sur la vache. Deuxième actu, on part chez nos amis espagnols. Changement, un peu plus de soleil peut-être, pourquoi pas. Est-ce que vous connaissez l'équivalent de la SNCF là-bas? Je crois que tu as vécu en Espagne, toi. Ouais. C'est Renfe, non? C'est tout à fait ça, Renfe. Voilà, c'est l'équivalent SNCF. Elle a décidé de renouveler une partie de sa flotte de trains pour des divisions régionales dans tout le pays. Donc, flotte pour les trains aussi? Je tentais, je crois pas. Je sais pas. Non, je me suis dit non, peut-être. Je sais pas. L'armada. Si c'est le cas, je trouve ça très drôle. J'aimais bien la petite flotte, tu vois. Je me suis dit, je l'ai tenté, ça passe pas. Non, mais voilà, on est quand même sur du beau train, tu vois, du train un peu rénové. On a quelques images plutôt modernes pour pouvoir desservir donc les petites villes espagnoles, qui est un peu l'équivalent du TER chez nous, tu vois, assez clean. Renfe, honnêtement, ils font ça bien. 31 belles machines donc, qui ont été commandées chez le constructeur CAF pour un total quand même de 258 millions d'euros en 2050. Le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème en fait dans tout ça. Est-ce que vous avez une petite idée du problème que ça peut être? De gabarit dont je vais pas répondre. De gabarit par rapport à quoi? Au rail. C'est pas par rapport au quai. C'est pas par rapport au quai. C'est au tunnel, je crois. C'est au tunnel. Ouais. C'est tout à fait ça. Bon, il y avait un petit mème, c'est vrai, qui nous fait un peu y penser forcément quand. C'est vieux cette vidéo. Oui. Ouais. Pas forcément pour illustrer des trains d'ailleurs. Non, pas toujours. Dans mon souvenir, mais du coup, tout simplement, en fait, ils se sont rendus compte que les trains ne passaient pas. Donc du coup, dans les tunnels, une bourde quand même compliquée, donc forcément retard de livraison de plusieurs années quand même. Livraison prévue désormais en 2026, forcément sur une telle commande, des gens qui sont licenciés. Après, ça a manqué de rigueur, mais en fait, le réseau ferroviaire espagnol, comme dans beaucoup de pays, ça passe par des montagnes, etc. Donc, en fonction des régions, des départements, il y a des moments, les tunnels dans la montagne, ils l'ont fait un peu plus petit, etc. Et c'était du coup pas forcément réglementaire, donc ils ont dû tout refaire. Il me semble que ça nous est arrivé en France, un truc similaire comme ça. Exactement. Je viens de faire une super transition, c'est ça, Péa? C'est juste magnifique, parce que justement, en termes de première, c'est nous, on est toujours présents. La première, en 2014, la SNCF avait commandé 340 rames de train, voilà, qui étaient trop larges, du coup, pour passer sur les 1300 quais de gare de France. Ça nous avait coûté 50 millions d'euros pour du coup raboter les quais. Donc après, c'est en fonction d'à quel point, tu vois, comme en Espagne, à quel point justement raboter les quais en fait sert pour la suite, ou juste si c'est un choc total. On va dire un peu des deux. Mais possible. Hein? Comment c'est possible? En fait, c'est pareil, c'est juste qu'il y a des trucs qui sont plus forcément, comme en Espagne, c'est plus réglementaire, sauf que ça a été fait il y a longtemps, sauf que du coup, il y a tellement, j'imagine, que ça soit de tunnels, de quais. Bon, après, c'est... Le mec qui s'en rend compte, le mec qui s'en rend compte et qui est en train de se dire, attends, c'est bien ce que je suis en train de comprendre, et qui doit l'annoncer à son boss, en fait, ça. Alors on a un petit problème. mais tu vois, les Espagnols, par exemple, en vrai, ils s'en sont rendus compte avant la mise en place, donc ils ont gagné du temps dans leur malheur. Bravo. C'est con, mais c'est mieux que le moment où vraiment le train, il vient frotter, quoi, parce que c'est... Ça aurait pas pu arriver. C'est pour ça que je me pose la question, comment c'est possible? Parce que pourquoi tu t'en rends compte après la commande? Ça veut dire que tu fais des vérifications après, c'est ça. En fait. C'est pour ça qu'il y a eu des gens un peu virés, ça a créé des embrouilles, je pense que clairement, mais en tout cas, en France, ça nous était arrivé aussi. Donc comme quoi, c'est un classique. Troisième actu, on change et honnêtement, c'est un projet que j'ai découvert, que j'ai trouvé
extrêmement cool, tu vois, parce que souvent, ça m'arrive de finir par des trucs un peu glauques. Il y a Louis qui va s'en charger juste après de l'histoire glauque. Là, c'est une belle histoire. Ça commence en 2007. C'est un Américain qui s'appelle Kenton Lee qui part à Nairobi, donc au Kenya, pour un voyage humanitaire. On le voit, le bon Kenton. Après avoir terminé ses études, donc projet humanitaire, il va aider des enfants dans un orphelinat. Ça lui fait prendre conscience, voilà, que la pauvreté, ça touche beaucoup d'entre eux, qui souffrent du manque de certains objets. Et il se rend particulièrement compte que en fait, même des actions basiques sont compliquées de se déplacer à pied, etc. Parce que y a un manque de chaussures, tu vois. C'est à tous les niveaux, toutes les strates justement du manque, quoi, tout simplement. Et parfois, quand ils sont équipés de chaussures, le problème c'est qu'un pied d'enfant, ça grandit en fait super vite et très vite il peut plus s'en servir, donc ça devient compliqué, il en faut des nouvelles, etc. Donc c'est pas pratique du tout. Et Kenton, il est de retour donc aux États-Unis dans l'Idaho, son état d'origine, et il commence à réfléchir un peu à ok, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avoir une action concrète. Vous êtes, si jamais à un moment vous avez besoin de placer l'Idaho, ça fait toujours plaisir à savoir. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas forcément simple, mais il se dit en fait, est-ce que je pourrais pas penser à inventer une chaussure qui peut s'agrandir au fur et à mesure du temps? Voilà, plutôt qu'acheter plusieurs paires. Et il a lancé ça, du coup, The Shoe That Grows, donc la chaussure qui grandit. En fait, c'est une chaussure qui est équipée donc, de plusieurs sangles qui va vous permettre en fait, de plus ou moins l'ouvrir. Alors, quand on l'explique comme ça paraît tout con et tout simple, hein, mais c'est vrai qu'il fallait quand même y penser. Et donc, du coup, ça peut regrouper 5 tailles de pieds, ce qui va permettre en fait, à l'enfant, j'ai une bêtise, mais à 6 ans, il l'a, de pouvoir la conserver pour pouvoir évoluer avec. De la fabrication à l'envoi, la chaussure, elle coûte $20. Ah, mais il l'a mis en place et tout. Ouais, il a déjà bien lancé le site internet. Du coup, tu peux sinon, au lieu de faire un don directement en commandé pour en envoyer sur place, au choix. En 15 années d'existence, parce que c'est pas tout nouveau, c'est pas un truc qui le gars est déjà bien installé, etc. 400 000 paires de chaussures distribuées à des enfants. Elles sont directement confectionnées au Kenya pour faire travailler des gens localement, donc pour essayer aussi de créer toute une petite économie autour. Et voilà, en vrai, je connaissais pas du tout. Ça fait 15 ans, donc parce que c'est vrai qu'on arrive en 2023 à se dire, oh là là, le mec a foutu juste une sangle en plus. Mais c'est des problèmes où on ne se rend parfois pas forcément compte, et j'ai redécouvert ça. Ça s'use des chaussures. Alors ça, c'est vrai que c'est justement, ça peut être un problème au bout d'un moment si la chaussure est flinguée, elle est flinguée et c'est trop tard. Mais en tout cas, j'ai trouvé le projet quand même assez cool. Tu vois, $20, c'est au Kenya, donc Big W. Ouais. Je pose la question du modèle économique du gars qui a fait ça, du coup, parce que... je pense que en fait c'est un peu pour m'être baladé sur le site, etc. Je sais pas si c'est entièrement associatif, parce que c'est du .org, etc. J'arrive pas à savoir s'il en a fait un business ou s'il en a fait un truc humanitaire et un projet associatif. En fait, c'est une fondation, donc c'est pas un business, tu vois. Il a pas développé. Ensuite, est-ce que je pense qu'il doit être salarié, il doit y avoir. Enfin, ça, j'avoue que je sais pas. Économie solidaire. Désolé, mais je me suis dit, est-ce que le gars, il a vraiment pensé en tant il est milliardaire, tout simplement. Casso, ou est-ce qu'il en fait vraiment, en fait, il les vend 20 balles, mais à côté, il est devenu milliardaire. Mais en fait, mais c'est vrai que t'as raison, Florence, parce que dans ce genre de projet, c'est toujours le truc où tu te dis, ok, l'idée est cool, ça sert. Ensuite, c'est comment le gars, s'il peut en vivre sans non plus tu vas se gaver là-dessus, c'est l'équilibre. Mais après, même si le mec s'enrichit là-dessus, tu offres quand même des chaussures à un gamin qu'on a besoin, quoi. Donc même s'il y avait un côté business derrière, dans tous les cas, tu fais une bonne action. Oui, c'est un peu l'idée. Ensuite, c'est comme d'hab, c'est la jauge en fonction, quoi. Il est payé 90 000 balles par mois. Dans le truc associatif, ça fait toujours un peu bizarre. Et les gens disaient $20 pour le Kenya, c'est énorme. En fait, c'est ce côté justement associatif où le but est c'est par des dons, c'est pas. Oui, voilà, c'est du financement. Pour eux, c'est pas Decathlon là-bas en mode trop bien, 20 balles. Je vais acheter à mon enfant. Donc non, c'est justement un but caritatif et humanitaire. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'ai découvert et c'est vrai que quand on voit le truc, tu te dis putain, c'est tout con, mais en fait, ça peut servir. Et ça ressemble le sandal d'eau que tu utilises. Tu sais, c'est un peu la même forme que vous avez pas méduses. Vu ça. Ouais, les méduses, voilà, c'est ça. Et tout pour aller dans l'eau. Horrible plaie. Pour pas se piquer sur les oursins. Exactement, c'est vrai qu'il y a la même forme. Il y a un peu ce débat, c'est cool comme initiative, et clairement.